Notre monde technologique est fascinant. En l'espace d'une trentaine d'années, on est passé de personnes découvrant les premiers ordinateurs domestiques accessibles aux communs des mortels comme des hommes de Cro-Magnon à un monde où personne ne peut se passer d'avoir son ordinateur miniature dans la poche. Sauf que vous vous doutez bien que durant cette évolution, des fails, il y en a eu pas mal. Alors ici, on ne va pas parler de consoles ni de smartphones car j'ai fait 2 vidéos à ce sujet si ça vous intéresse et il y a déjà pas mal de trucs à dire là-dessus. Mais aujourd'hui, on va voir tout le reste. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et on va donc parler de fails en high-tech. Et on commence tout de suite par les overboards. Ah, ça vous connaissez sûrement si vous avez vécu l'avènement des véhicules électriques. Et si vous les avez connus, vous avez déjà commencé à grincer des dents. À la base de la base, ce terme d'overboard vient de l'excellent film Retour vers le futur 2 qui se passe dans le futur, soit en 2015. Oui, quand ce film est sorti, 2015 c'était le futur. On se sent vieux, hein. Et bon ils se sont un peu trompés niveau prédiction. On aurait dû avoir des hologrammes sur la devanture des cinémas, des looks un peu spéciaux et surtout des skates volants, autrement appelés overboard. Et en vrai ça a l'air plutôt cool et d'ailleurs ça existe réellement des systèmes de ce style avec de puissants aimants capables de faire léviter la planche. Sauf que là, celui dont on va parler n'a rien à voir. En effet, l'overboard qu'on a vu partout était plus classique, électrique et sur 2 roues. Le déplacement de l'engin restait particulier puisqu'il fallait se pencher en avant ou en arrière pour pouvoir avancer ou reculer. Et il y en a eu de la gaffe car c'est très compliqué à prendre en main et il faut pas mal de gamelles avant de prendre le coup de main. C'est d'ailleurs un dérivé du Segway qui fonctionne avec le même système de balancement mais avec un guidon ici. Et donc là, sans ce guidon, faut bien imaginer que c'est encore plus galère. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, ces véhicules à balancement sont appelés des gyropodes. De rien. C'était en 2015 que ces véhicules ont pas mal explosé, j'imagine, car la hype du film de 1989 était là. On en trouvait à tous les prix vu que pas mal de personnes ont voulu en faire un business, surtout qu'à l'époque, le dropshipping était très peu connu. Donc pas mal en ont profité pour vendre des overboards 2 à 3 fois plus cher que leur prix d'origine. Mais bon, malgré le côté futuriste de pouvoir se déplacer sans marcher avec un petit côté visuel sympa, l'objet était très peu utile, n'allant pas vraiment plus vite que de la marche soutenue, avec une batterie limitée et surtout un contrôle limité car vraiment des crashs il y en a eu, le plus connu étant le caméraman qui a foncé dans Usain Bolt avec un overboard. Ouais, l'assurance a dû payer très cher ce jour-là. Rajoutez à tout ça que c'était pas vraiment homologué et donc pas mal de soucis de sécurité, sans parler de tous ces overboards qui ont tout simplement pris feu. Ouais, quand je vous disais que ça avait pas mal explosé en 2015, c'était aussi au sens littéral. Au final, la guerre des véhicules électriques légers a été gagnée par les trottinettes électriques, bien plus pratiques à utiliser que les overboards et autres Segway. Et même sans parler des trottinettes, ces overboards ont aussi été pas mal remplacés par la gyroroue, plus rapide et plus maniable. Même si il y a aussi eu d'autres dérivés un peu nazes, comme des rollers à balancier que j'ai pu tester avec Lowpoke il y a quelques temps sur la chaîne. Et c'était pas très glorieux quoi. Du coup, Retour vers le futur s'est pas mal trompé quand même, et finalement le seul truc qui a fait mouche, c'est le moment où Biff Tannen devient l'un des hommes les plus puissants du monde et ce dernier qui part en apocalypse. Et il avait un look très proche de quelqu'un qu'on a pu connaître, le Steam Controller. Alors celui-là, il est vraiment pour moi, j'ai énormément cru en la manette proposée par Valve, mais force est de constater que c'était peu ouf, et pourtant je l'ai bien acheté day one cette grosse daube. Valve a pendant un temps essayé de rentrer sur le marché des consoles. En effet, en 2013, ils ont annoncé plusieurs nouveaux produits. Le Steam Link qui a été un mini four et qui a été remplacé par une application mobile qui marche pas trop mal, donc on n'en parlera pas plus que ça ici, mais en gros c'est l'ancêtre du cast. Les Steam Consoles qui ont été des fours classiques dont on va d'abord parler rapidement, et le Steam Controller qui a été le giga turbo four ultra deluxe edition de Knuckles qu'on se garde pour la fin car c'est gourmand croquant. Il faut se dire néanmoins qu'à cette époque Valve est tout puissant avec Steam, pas de concurrent comme Epic avec son Epic Game Store, ils ont le monopole du gaming sur PC. Et vu que les consoles deviennent de plus en plus des PC déguisés, pourquoi ne pas proposer des PC qui sont faits pour être des consoles? C'est le but des Steam Machines en partenariat avec des marques comme Alienware qui étaient en fait des méga PC sous SteamOS, une distribution Linux développée sur mesure pour ainsi être utilisée comme GameStation. Mais ça a pas vraiment trouvé son public et c'est mort assez rapidement. Ce qui en soi n'était pas si problématique car les ordinateurs n'étaient pas des modèles complètement designés pour ça. Et donc réutiliser ces derniers pour faire autre chose a pu être fait simplement en installant un bon vieux Windows des familles à la place de SteamOS. Par contre, le Steam Controller, lui, c'est une manette faite spécialement pour écraser Sony, Microsoft et Nintendo avec comme leitmotiv une manette qui permet de jouer aussi bien qu'au clavier souris. Le premier design intrigue pas mal d'ailleurs, aucun joystick n'est présent et
à la place 2 énormes pavés tactiles pour ainsi recréer la sensation d'avoir une souris. Ensuite on avait des gâchettes mais aussi des boutons sur l'arrière, ce qui était peu commun à l'époque. Au fur et à mesure du développement, on sent que l'idée des 2 pavés tactiles uniques plaît de moins en moins, avec de nombreux reports de la sortie de la manette. Cette dernière voit quand même enfin le jour en 2015, soit 2 ans après son annonce, avec un design très différent de l'époque. Un des pavés tactiles se voit muni d'une croix directionnelle pour créer un guide, les boutons ABXY classiques ont été rajoutés, mais surtout, il y a finalement un joystick. Et quand on se dit que finalement ils en ont rajouté un, c'est que vraiment les contrôles au trackpad devaient être dégueulasses. Et en effet, ça n'a pas raté, la manette est trop grosse en main, ce qui fait qu'elle n'est pas agréable. La réactivité ainsi que la précision de cette dernière sont complètement ignobles par rapport aux concurrentes, et surtout, les trackpads sont inutilisables et c'était à prévoir, car ouais, chaque action est une vraie torture et au final n'apporte rien de plus qu'une manette classique, bien au contraire. On se sent très vite fatigué de les utiliser et le confort n'est tout simplement pas là. Et dire qu'ils avaient mis en avant qu'on pourrait jouer à des RTS comme Age of Empires avec ça, faut vraiment être masochiste, hein. Tout ça est un vrai gâchis car en vrai il y avait des trucs super intelligents, par exemple le workshop communautaire Steam qui permettait de télécharger très facilement le mapping manette d'autres joueurs et d'avoir un magasin sur lequel choisir, et par exemple avoir une disposition de boutons complètement différente en jouant à un jeu en particulier, sans passer par des logiciels tiers et tout ça très rapidement. La manette se retrouve très rapidement bradée, passant de 50 $ à 5 $ vu que personne n'en veut, et même avec ça, les stocks ne s'écoulaient toujours pas. Suite à tout ce tollé, c'est en 2019 que Valve décide de retirer sa manette de la vente sur son store, signant la mise à mort de son produit seulement 4 ans après sa sortie. Sacré coup dur. Donc voilà, maintenant j'ai une manette qui me sert à rien chez moi. Bon, au moins la boîte de rangement est jolie, c'est déjà ça. Elle prend la poussière certes, mais elle la prend avec classe. Le AirPower. Voyons, vous me connaissez, ça n'aurait pas été une vidéo de Léo Techmaker si je ne calais pas comme d'habitude Apple sur l'un des points. AirPower a été l'un des produits annoncés par Apple en 2017 avec comme objectif rendre la charge sans fil enfin pratique. Il est vrai que la charge sans fil a certes l'avantage de ne pas avoir besoin d'un fil relié entre le téléphone et le chargeur, mais elle a tout de même certains inconvénients. On doit placer l'objet à un endroit très précis sous peine d'un fonctionnement plus faible, voire pas de fonctionnement du tout. Et en plus de ça, à l'époque, il n'y avait juste pas de chargeur pouvant accueillir plusieurs appareils. Et donc dans le cas où vous étiez un fan sous Apple ultime avec iPhone, AirPods et Apple Watch, il aurait fallu acheter 3 chargeurs sans fil différents. Et bon après avoir dépensé 15 000 € dans des produits, compliqué de continuer à faire une dépense pareille. Le but est donc déjà de pouvoir utiliser le galet de recharge en plaçant son appareil n'importe où et donc de profiter tout de même de la charge la plus optimale, mais en plus de pouvoir mettre plusieurs appareils en même temps, 3 précisément, exactement le nombre de produits rechargeables en sans fil par Apple en somme. Vu que le produit a été annoncé en même temps que la sortie de l'iPhone 8 et 10 qui étaient les premiers iPhones à profiter de la charge sans fil, c'était aussi histoire de pouvoir proposer encore un accessoire à vendre quand même. Le truc c'est qu'après cette première annonce, on n'entend plus trop parler du projet et tout le monde commence à s'inquiéter ou s'impatienter. Les gens pensent qu'il va être annoncé à chaque prochaine keynote et finalement à chaque fois on repart bredouille. C'est après des rumeurs dans tous les sens d'une nouvelle annonce, d'un nouveau One More Things comme le fait souvent Apple, que ces derniers décident enfin d'en reparler le 29 mars 2019 pour dire que le projet était complètement annulé. Aïe. Alors oui, il y a eu des rumeurs en mars 2020 comme quoi le projet allait possiblement renaître de ses cendres, mais bon, beaucoup de hype pour un produit qui n'a jamais vu le jour. Heureusement qu'il n'y avait pas de précommande pour ce truc, hein. Au final, Xiaomi a presque réussi à faire ce fameux AirPower d'ailleurs en ce début d'année, en sortant une station de charge sans fil pouvant accueillir 3 appareils en même temps sans placement précis, mais avec 18 bobines, ce qui était un peu moins que ce qui était voulu par Apple, mais au moins eux ont sorti le produit. Et toc, les télévisions 3D. S'il y a bien un monde qui a autant évolué que celui des ordinateurs et des smartphones, c'est bien celui de la télévision et des innovations technologiques, et bien on en a eu. Les dalles d'écran avec le LCD, le plasma même si c'est pas une dalle, le QLED, l'OLED, le micro-LED et j'en passe. Des résolutions de plus en plus folles allant carrément jusque de la 16K et des technologies diverses pour améliorer l'expérience, l'ambilight pour avoir des couleurs tout autour et prolonger le bord de l'image pour augmenter l'immersion, des systèmes connectés pour rendre l'utilisation domotique toujours plus transparente, des processeurs vidéo permettant de rendre l'image plus fluide en créant des images intermédiaires, et bien évidemment la 3D. Malheureusement pour ce dernier, il est devenu complètement oublié sur les écrans récents, car il était vraiment oubliable. Mais pourquoi ça alors? Déjà parce que la 3D à l'époque était assez perfectible. Je regardais ce bouton d'abonnement en 3D, il est pas très beau hein. Et c'est quoi le rapport avec toute cette partie? En fait il y en a pas trop hein, c'est juste pour vous rappeler de vous abonner parce que vous ne l'êtes pas forcément, parce que ça vous coûte rien et que personnellement ça me rapproche d'un trophée doré. Alors vous allez pas être si égoïste hein. Ensuite, bien parce qu'en fait il y avait plusieurs
problèmes. Le premier, c'est que ça n'est simplement pas pratique. Il faut porter des lunettes spéciales selon la technologie utilisée, il faudra même penser à avoir rechargé ses lunettes. Bref, c'est pénible, mais ça n'est pas le seul problème. On a en gros deux technologies qui sont beaucoup utilisées, et elles ont toutes les deux des avantages et des inconvénients, ce qui veut dire qu'aucune n'est parfaite finalement. Dans un premier cas, on va avoir deux images affichées en même temps sur l'écran, et les verres des lunettes vont simplement filmer pour laisser passer l'une des deux images à l'œil gauche et l'autre à l'œil droit. En gros, les deux images ont une polarisation différente, et c'est grâce à ça que l'on peut séparer après coup. L'avantage, c'est qu'ici, les lunettes sont passives, aucune électronique, donc pas de batterie à recharger, et que ces lunettes sont aussi très peu coûteuses. Problème, du côté de la télé, c'est bien plus complexe, surtout sur les hautes définitions. Oui, je vous rappelle qu'on affiche deux images en même temps. Ensuite, eh bien, la filtration de ces lunettes n'est pas parfaite, ce qui fait que l'œil gauche voit tout de même un peu l'image prévue pour l'œil droit et inversement, ce qui peut rendre l'utilisation désagréable. Pour ce qui est de l'autre technologie, le principe c'est qu'on va envoyer alternativement une image pour chaque œil, et les lunettes actives cette fois vont masquer l'œil gauche à l'aide d'un petit LCD quand l'image pour l'œil droit est à l'écran et inversement. Et ouais, en fait les lunettes clignotent littéralement. L'avantage ici c'est que la séparation entre les deux images est excellente, et le problème c'est qu'il faut penser à les recharger de temps en temps, qu'elles sont bien plus lourdes sur la tête et qu'elles peuvent donner mal à la tête finalement à force de les utiliser. Un autre problème qui est commun aux deux technologies, c'est le fait que l'image est pas mal assombrie et que les couleurs sont nettement moins vives. À une époque où on nous vend des télés OLED ou QLED avec des couleurs incroyables, il est difficile de faire abstraction de cette faiblesse. Toutes ces choses font que la 3D est aujourd'hui quasiment morte chez le grand public. On en trouve toujours au cinéma et sur quelques vidéoprojecteurs, mais dans l'ensemble c'est plus ou moins fini. Ou peut-être pas en fait. Je pense que la technologie a surtout besoin d'évoluer pour peut-être faire son retour dans le futur, qui sait. En regardant le passé comme ça, on pourrait se dire bon, c'était prévisible quand même. Moi si j'avais été président de Sony, ça serait pas passé comme ça pour la 3D. J'aurais stoppé direct. Sauf que c'est toujours plus facile de dire ça une fois qu'on est dans le futur. Sinon on aurait tous 100 000 bitcoins de côté. Ces expérimentations ont malgré tout permis de façonner le monde technologique que l'on a aujourd'hui et sont donc finalement des prouesses technologiques tout aussi importantes que celles qui ont cartonné. Mais pour vous, c'est quoi le plus gros fail technologique? Vous en avez sûrement un auquel vous avez possiblement cru d'ailleurs comme moi avec la manette de Valve. J'attends que vous me disiez ça en commentaire. Bref, sinon le pouce bleu de l'amour qui certes est rébarbatif mais qui aide beaucoup la chaîne à évoluer et surtout à continuer d'exister, le partage à tous vos potes qui ont acheté un overboard à l'époque car elles trouvaient que c'était le futur, et bien sûr le plus important si ce n'est pas déjà fait, l'abonnement à la chaîne en cliquant sur le logo qui a d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre, salut!